qui est intéressant pour introduire la cartographie du ciel, c'est que bien sûr là-dessus, depuis un certain nombre d'années, il y a des gens qui font des cartographies de la Terre, notamment en s'élevant et en regardant le sol, mais il y en a aussi beaucoup, et en général ce sont d'ailleurs souvent les mêmes, qui lèvent la tête vers le ciel. Et puis si on regarde vers le ciel, et que moi je m'éloigne là du système solaire, bon, ben, je rencontre ici les autres planètes, hein, Pluton, il n'en est plus une d'ailleurs, mais enfin peu importe, il est toujours là, le nuage de Oort, etc. Je recule et je me rends compte qu'autour de nous, ben, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Il y a ce disque-là, cette espèce de nuage qui est en fait la Voie lactée, hein, on va en parler beaucoup, mais plus je m'éloigne là, il n'y a rien qui bouge. Donc là, il faut vraiment arriver très très loin. Alors là, vous voyez au passage qu'on ne voit plus les planètes, hein. Donc ça donne une idée de la difficulté qu'il y a à détecter des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes autour des autres étoiles, parce que la distance où on est des autres étoiles, on voit que l'étoile, on voit rien d'autre, hein. Et pourtant, on en a découvert plus de 4000 maintenant, des exoplanètes. Donc, ça vous donne une idée de la sensibilité des détecteurs et des technologies utilisées. Je continue à reculer, et là, on va commencer à voir arriver... Ah, les étoiles bougent. Bon, vous savez que la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça fait. 300 000 km par seconde pour la lumière. Il faudrait 4 ans pour y arriver à cette vitesse-là. Armstrong, il s'est quand même traîné à 11 km par seconde pour arriver sur la Lune en 3 jours. Les missions martiennes mettent entre 7 et 8 mois pour aller sur Mars. Je veux dire, Mars, c'est quand même, on dit que c'est super loin, oui, je peux vous dire, c'est très compliqué, c'est très loin. Enfin, c'est la maison d'en face, quoi. C'est la cuisine à côté, la salle à manger, quoi. C'est rien. Mais là, on est en train de reculer et on se rend compte que toutes ces étoiles forment un disque que vous connaissez bien, c'est la Voie lactée. Qu'on voit, nous, depuis le sol terrestre, sous forme d'une barre comme ça, qu'on la voit sur la tranche. Enfin, vous savez, vous connaissez sa forme. C'est un espèce de disque avec des bras en spirale et puis un bulbe au milieu qui contient un trou noir gigantesque qui s'appelle Sagittarius A star. Et en fait, cette Voie lactée, ça mérite aussi, pour prendre un petit peu la mesure des choses, qu'on en dise deux mots. Le Soleil, c'est une étoile, elle nous est très chère, et pour cause. Dans la Voie lactée, il y a 300 milliards d'étoiles, à peu près, hein, c'est une estimation, 300 milliards d'étoiles. Pour se rendre compte de ce que c'est que 300 milliards d'étoiles, il faut prendre un cube en carton qui fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc 1 mètre cube, et on le remplit de sable. Préalable, vous avez pris un grain de sable, vous l'avez peint en jaune, c'est le Soleil, d'accord? Et bien dans un cube comme ça, vous mettez 1 milliard de grains de sable à peu près, hein. Donc pour faire la Voie lactée, il faut 300 cubes. Okay. Donc, pour voir la Voie lactée comme ça, il faudrait que vous imaginiez que, par exemple, vous montiez en haut de l'Arc de Triomphe et que vous ayez donné vos 300 cubes de sable à des gens qui vont répandre sur la place de l'Étoile sous forme de bras spiralés, et vous auriez à peu près la même vision que celle qu'on a là. Donc, 300 milliards d'étoiles dans une galaxie, et pourtant, la galaxie, c'est tout près. Alors, on ira plus loin que cette galaxie ultérieurement, enfin non, tout de suite dire quelques mots. 300 milliards d'étoiles, on dit, ben voilà, après la galaxie, après la Voie lactée, il n'y a plus rien, mais si. On a Andromède à côté. Andromède, c'est une autre galaxie qui a à peu près la même allure, qu'on voit à l'œil nu quand on sait la trouver. Elle n'a pas 300 milliards d'étoiles, mais 1000 milliards d'étoiles. C'est notre grande sœur. Et ils sont regroupés. Alors je peux vous dire aussi qu'Andromède est en train de foncer sur la Voie lactée, et comme ces quatre, les deux vont se rencontrer, mais n'ayez pas peur. D'abord, on sera plus là. Et puis ensuite, il n'y aura aucune collision entre étoiles, tellement la distance entre les étoiles est grande. La probabilité pour que deux étoiles se collisionnent est quasiment nulle. Mais c'est très fréquent. Au tout début, lors de la création des galaxies dans l'univers, elles étaient toutes petites. Et c'est à force de se rencontrer et de se marier que les galaxies ont grossi en taille. D'accord ? Donc nous, on va être mangés par Andromède, enfin on va pas être mangés, on va se marier avec Andromède. On est dans un amas où il y a 54 galaxies. On est les deux plus grosses, hein, mais il y en a d'autres qui sont plus petites, qui sont satellites. Cet amas s'appelle l'amas local, pardon. Donc vous voyez le nombre de centaines de milliards d'étoiles que ça représente. Et puis, si on se dit, mais il y en a combien des galaxies? Ben, en fait, maintenant on le sait, hein, à peu près. Hein, il y en a aussi des milliards de galaxies, pas 54, hein, des milliards. Donc, des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles qui sont regroupées en amas, en superamas, avec des filaments entre les superamas constitués de matière interstellaire que les astrophysiciens étudient pour comprendre ce qui s'y passe. Ça nous donne le vertige. Alors, on va vite, avant d'avoir le mal de mer, revenir sur la Terre quand même. Notre système solaire, il nous est cher. Voilà, il fallait tellement vite que je suis rentré en Soleil, ok. Et puis comme j'avais incliné, il incline autrement, voilà. Donc notre Terre qui est là, on va voir ce qu'on peut comprendre et cartographier de l'univers depuis la Terre, et quand même un tout petit endroit. Donc, pour ça, je passe sur ma présentation PowerPoint. Les premières choses qu'on ait faites, évidemment,
pour comprendre ou un peu se repérer dans le ciel, c'est des cartes du ciel. Ça, c'est pas une cartographie. Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'on voit la Voie lactée, qui est représentée sous forme d'une traînée blanche là qui traverse. Alors là, on prenait les étoiles les plus brillantes, et puis on les positionnait, on les a reliées pour faire des formes, les constellations, et puis on en est resté là assez longtemps. On a fait des choses un peu plus précises localement, puis un jour on s'est dit, avec l'accès à l'espace, grâce à l'accès à l'espace, on va envoyer des satellites qui vont s'affranchir, du fait que la Terre tourne, ça c'est quand même pénible, quand on va regarder les mêmes étoiles longtemps pour avoir du signal sur bruit, au bout de 12 heures, on est de l'autre côté, c'est plus bon. Donc en fait c'est compliqué. Par contre, si dans l'espace, on peut se débrouiller pour pointer tout le temps, puis en plus on n'a pas l'atmosphère, qui introduit tout un tas de variations. Alors l'un des premiers satellites qu'on a envoyé, c'est Hipparcos, dans les années, je crois que c'était 1989. Hipparcos, on avait prévu de le mettre en orbite autour de la Terre, en orbite géostationnaire. Donc là, on était loin de la Terre, donc c'était plus confortable pour observer les étoiles. On a eu un problème, c'est que le moteur d'apogée ne s'est jamais allumé, donc on est resté sur une orbite elliptique qui passait à 300 km au périgée. Alors les ingénieurs et les scientifiques ont immédiatement refait le plan d'observation. Là, c'est là qu'on voit que l'esprit humain est quand même parfaitement adaptable, contrairement à celui des dinosaures. Enfin, là encore, ça dépend qui. Et en fait, ils ont relevé le périgée à 500 km pour s'éloigner de la ceinture de Van Allen, un petit peu, et ils ont refait tout le programme d'observation avec cette orbite elliptique que le satellite a finalement gardé pendant toute sa vie. Et ils ont réussi à produire un premier catalogue avec 100 000 étoiles, donc c'est beaucoup plus que sur les cartes du ciel, 100 000 étoiles avec tout un tas de paramètres associés sur leur luminosité respective et sur ce genre de choses. Ce catalogue, il est imprimable sur papier, il a d'ailleurs été. 100 000 étoiles, on y arrive encore. Il est bien sûr aussi accessible en ligne et il est encore très référencé par les astrophysiciens du monde entier qui vont s'en servir pour étudier le mouvement des étoiles, les unes par rapport aux autres, essayer de comprendre quelles sont les forces de gravitation ou autres qui interviennent dans les galaxies, etc. Alors, essentiellement dans la Voie lactée, puisque, rappelez-vous, 300 milliards d'étoiles sur la Voie lactée, et là, il y en a que 100 000, c'est les plus proches qu'on voyait avec Hipparcos. Alors, on s'est dit, ah oui, alors ça, juste un petit mot, on va aller plus loin qu'Hipparcos, donc on va construire une nouvelle mission qui s'appelle donc Gaïa, et on va pas faire la même erreur, on va pas la mettre en orbite autour de la Terre, on va aller dans ce qu'on appelle les points de Lagrange. Là, je vous ai mis alors, il y a peut-être, certains d'entre vous le savent, mais quand on fait l'observation de la Terre, c'est pas familier, on s'en sert pas vraiment. Les points de Lagrange sont des points qui, en termes de gravitation, sont à peu près à l'équilibre entre les attractions respectives du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc il y en a plusieurs, ils portent le nom du savant M. Lagrange qui les avait prédéterminés par le calcul. Et on va mettre Gaïa autour du point L2, qui est à droite, là. Donc vous voyez, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Hein. Et donc comme ça, il est beaucoup mieux installé pour regarder. Alors en fait, il n'est pas sur le point de Lagrange, il fait des orbites de Lissajous autour, c'est-à-dire qu'il fait un tour autour du point de Lagrange, ce qui permet d'éviter le jeu d'ombre de la Terre projetée, etc., pour bien observer les étoiles. Ça, c'est Gaïa. Alors Gaïa, le voici. J'ai un petit film qui va assez vite pour que vous compreniez le principe, et vous allez voir que c'est en fait assez voisin des satellites de type Spot qui font le tour de la Terre, et puis là, c'est pratique, la Terre tournant, là, on fait une bande, puis on en fait une autre, puis au bout d'un moment, on a fait toute la Terre. Mais en fait, là, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas la Terre qu'on regarde, c'est le ciel. Donc voici Gaïa, donc qui avait en test au sol, qui a un bouclier, vous voyez, qui s'est déployé comme une fleur. Il y a 2 télescopes. Est-ce que je peux arrêter avec cette souris? Oui. Ça, c'est une animation. Il y a 2 télescopes que vous voyez sortir, là, leur champ de vue sort par ces carrés sur le côté. Il y en a un et l'autre est juste après. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en tournant, le satellite, va regarder toute la galaxie, et au bout d'un moment, quand il a fait le tour complet, on a la galaxie, hop, je n'ai pas eu le temps d'arrêter, c'est pas grave, on va déployer la grande sphère, et on va avoir une sorte de map monde, hein, et alors là, ici, c'est une vue qui est assez amusante, vue de l'intérieur de Gaïa, où j'espère qu'il n'y a personne. Voilà. On voit bien ce que voient les 2 fenêtres des télescopes. Alors, il y a 2 télescopes que vous voyez symboliser leur projection sur le ciel. Hein. Et c'est ainsi comme Gaïa a été capable de cartographier complètement la Voie lactée. Alors là, on était à 100 000 étoiles avec Hipparcos. Là, avec Gaïa, on franchit un seuil, puisque voici le catalogue DR2. Alors, il y a 5 catalogues de prévus avec Gaïa. Le DR1, il est sorti tout de suite. Le DR2, il est sorti cette année, hein, pour un tir qui a eu lieu en 2013. Et il comporte, donc vous allez voir les chiffres, là on est passé à 1,8 milliard d'étoiles. Hein, et c'est plus 100 000. Donc, en plus de ça, leur précision de localisation, je vois que les couleurs, faut rendre à César ce qui est assez rare, c'est des planches que j'ai piquées à des collègues scientifiques, ça c'est des planches de Frédéric Arnoux. Ils formaient avec un éclat considérable d'étoiles.
donc 1,8. La résolution angulaire, c'est à peu près la même que celle du télescope Hubble, donc elle est considérable aussi. Et puis surtout, la précision de localisation est bien plus grande, c'est 10-10 radians, donc c'est à peu près la taille d'un atome, hein, pour avoir une idée. Et sans oublier la puissance essentielle de Gaïa, la troisième dimension. Alors ça, je vais vous en parler. La troisième dimension, c'est un problème très simple. Quand vous voyez une étoile, et vous en voyez une autre à côté, vous ne savez pas dire comme ça facilement laquelle est la plus proche de vous. Laquelle est la plus proche de vous. Les distances dans l'espace, dans l'astronomie, c'est un procédé. Il faut trouver une technique pour l'évaluer. Ce que je voudrais dire aussi sur ce catalogue, là, c'est le DR2 qui est représenté, c'est pas une photo. Ça, c'est un fichier où dans chaque pixel, on a additionné l'intensité des étoiles qui étaient dans ce pixel. Si on avait voulu mettre une étoile pour chaque pixel, cette figure ferait 20 km de large. Donc en fait, ça donne la puissance des données qu'il y a. Bon, le DR3, il sortira en 2020, le DR4 à la fin de la mission, et le DR5, on reprendra toutes les données, les retraitera, pour ensuite. Là, c'est un petit fil qui vous montre comment on détermine la distance. Comme Gaïa tourne autour du point de Lagrange, tous les 6 mois, les étoiles les plus proches, par la parallaxe, bougent, vous voyez. Et donc ainsi, en repérant les... Tu t'arrêtes, oui. Voilà, merci. Et en repérant ces mouvements-là, on est capable de déterminer la distance. Donc le catalogue, il est en 3 dimensions, ce qui est extrêmement nouveau. Voilà. Il faut rajouter qu'on a aussi un spectromètre qui permet de voir la vitesse radiale de ces étoiles, car elles bougent. C'est d'ailleurs un spectromètre qui permet d'avoir le spectre de l'étoile et qui regarde de combien elle est décalée vers le bleu ou vers le rouge. Dans un sens, elle s'éloigne, ou dans l'autre sens, elle se rapproche, etc. Et grâce à ce décalage, on est aussi capable de donner les vitesses radiales. Donc le catalogue de Gaïa est extrêmement riche. Là, il me faudra faire les petites flèches qui sont à côté, donc voilà. Hop. Inutile de vous dire que ça nous fait 500 millions de mesures qui tombent par jour du ciel, donc c'est un segment sol colossal, dont voici les vrais chiffres. Vous voyez à peu près, aujourd'hui on en est à 1,7 milliard en ce qui concerne la position sur le ciel et la brillance. Pour le DR3, il y en aura plus. Vous voyez qu'on a 1,3 parallaxe, donc ça veut dire qu'on a 1,3 milliard d'étoiles dont on connaît la vitesse radiale, la distance, pardon, relative. Et puis bientôt, on observe aussi beaucoup d'autres objets, donc je ne m'attarde pas trop dessus. Et bientôt, avec le DR3, on va avoir pour la première fois des exoplanètes. Parce que lorsqu'on observe le mouvement d'une étoile, plus il est précis, c'est-à-dire plus on a traité de données, plus Gaïa les a vues plusieurs fois, et donc plus le signal sur bruit est bon, et plus on observe son mouvement, mais il y a certaines étoiles pour lesquelles on voit qu'au lieu d'avoir un mouvement régulier, ils ont un petit défaut par moment, et ce petit défaut provient d'un corps avec une masse, qui est une planète qui tourne, qui orbite autour. Et ils sont capables d'en sortir une estimation du grand axe de l'orbite de la planète, la taille et la masse de la planète et ce genre de paramètres. Donc les exoplanètes vont apparaître avec la 3e version du catalogue Gaïa, ce qui m'amène à vous raconter une anecdote. Vous savez que le prix Nobel de physique cette année a été décerné à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte des premières exoplanètes en 1995 à partir de télescopes au sol. En fait, on a découvert a posteriori que Hipparcos, dont je vous ai parlé, avait détecté des exoplanètes avant eux, mais sans le savoir. En fait, c'est dans les données. Les thésards du monde entier se sont plongés dans les données Hipparcos, et on a trouvé des exoplanètes que Hipparcos avait vues sans qu'on le sache. Mais bien sûr, Didier Queloz et Michel Mayor le savent très bien, et ça ne leur retire en rien leur prix Nobel, heureusement. Voilà, donc ça, c'est une planche de François Mignard, qui est le responsable français observatoire Côte d'Azur de la communauté Gaïa, qui montre un petit peu l'ordre de grandeur de la précision. Donc j'aime mieux la montrer quand elle est intégralement déployée. En 1600, vous voyez, on avait à peu près la précision d'une vingtaine de secondes dans l'observation de la position des étoiles. On a pris un facteur 100 dans les années 2000, donc après Hipparcos. Et puis, avec Gaïa, on reprend un facteur 1000 supplémentaire dans la précision de localisation des étoiles. Donc c'est une cartographie extrêmement précise. Bon. Pour terminer là-dessus, j'ai pas voulu m'arrêter à Gaïa, parce que comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure, la galaxie, c'est pas très loin en fait. Surtout avec ce logiciel, mais c'est pas très très loin. Et en fait, on est capable de faire d'autres cartographies. Alors, je vais vous parler d'un truc qui est quand même assez compliqué, parce qu'on rentre dans la cosmologie, donc c'est très compliqué, donc j'ai pas tout compris encore, loin s'en faut. Je pense qu'à la retraite, j'aurais toujours pas compris. Mais ceci étant, j'en connais assez pour vous faire partager mon incompréhension. Voici le satellite Planck, vous voyez, qui ressemble un peu à Gaïa. D'ailleurs, il tourne aussi autour du point L2. Et lui, il observe l'intégralité de l'univers exactement d'une façon similaire à ce que fait Gaïa. Vous allez voir l'animation, elle est très révélatrice. Il tourne avec son miroir, et voilà. Et il fait... Alors lui, par contre, il va regarder beaucoup plus loin,
Et ce qu'il observe là, je vais vous expliquer ce que c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Il ouvre de la même façon pour nous donner cette carte. Alors Planck, à différence de Gaïa, fait ce genre de carte dans beaucoup plus de longueur d'onde. Là, c'en est une. La plus célèbre, c'est celle-ci. On a l'impression que c'est un dessin d'enfant d'école maternelle. D'ailleurs, c'est peut-être ça, j'en sais rien, mais a priori non. C'est... enfin, on va d'abord donner les couleurs. Les petites taches bleues, ça représente la température de l'univers en entier. Hein. Et les petites taches bleues et les petites taches rouges, je suis daltonien, donc je ne sais peut-être pas les bonnes couleurs, mais vous comprendrez ce que je veux dire, montrent la différence de température, et donc la présence de matière en quantité différente. C'est eux qui font monter la température. C'est à partir de ces aspérités que les galaxies et les structures de l'univers ont pu se former. Si ça avait été parfaitement lisse, elles ne se seraient pas formées. Alors pourquoi je parle du passé en entendant ça? Eh bien parce que ça, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. La galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, elle fait à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Mais l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Ça, on le sait. La théorie du Big Bang, elle a été déterminée, ça fait maintenant 100 ans. On a essayé de la détruire. À chaque fois qu'on a essayé de la détruire, on a en fait trouvé qu'elle était consolidée. On l'a adaptée. Ça fait 100 ans qu'elle dure. Et toutes les mesures qu'on fait aujourd'hui prouvent qu'on n'a pas encore trouvé mieux. C'est tout à fait conforté. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est plusieurs phases. Et ça, les physiciens, les astrophysiciens, mais surtout physiciens, se penchent sur les évolutions. Il y a eu un Big Bang, il y a des périodes qu'on explique mal et qu'on ne voit pas. Et on commence à voir l'univers que 380 000 ans après le Big Bang. Donc on n'est pas il y a 13,8 milliards d'années, on est à 13,8 moins 380 000. Et là, à quoi ressemble l'univers il y a 13,8 milliards d'années moins 380 000 ans? À ça. Pourquoi? Parce que la phase qui est juste avant et qui est assez bien comprise, c'est que l'univers est un plasma avec des protons, des électrons, des photons. Les protons et les électrons, ils veulent se marier pour faire de l'atome d'hydrogène, mais les photons, il fait tellement chaud, etc., ils ont une énergie colossale, et ils n'arrêtent pas de casser les mariages. Bon. Et ils sortent pas, donc on ne voit rien. Et l'univers s'étend. Et comme il s'étend, il se refroidit. Et quand il atteint à peu près 3000 degrés, c'est-à-dire un peu moins que la surface du Soleil, tout d'un coup, l'énergie des photons n'est plus suffisante pour casser les atomes d'hydrogène. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les photons? Ils sortent. Et s'ils sortent, ça veut dire qu'on les voit. Et quand ils sont sortis, c'est ça. Ça, c'est l'image de l'univers 380 000 ans après le Big Bang. Alors évidemment, pour le voir, il faut que Planck, qui est au centre avec nous, regarde très très loin. Donc c'est ce qu'il fait. Vous voyez au centre, j'ai du mal avec ma souris là, voilà. Au centre, vous avez Planck. Autour, vous avez la Voie lactée. Vous comprenez bien qu'elle est tout près. Et ensuite, vous avez les phases de l'univers avec ici une échelle qui vous donne les milliards d'années. Parce que la lumière de cette phase qui est là, et là où se créent les amas de galaxies, c'était il y a 6 milliards d'années. Si on arrive ici, c'est la phase où il y a un fond diffus infrarouge, c'était il y a 8 milliards d'années, pardon, je ne voyais pas bien. Et ensuite on continue, et le fameux fond diffus cosmologique que je viens de vous montrer, il est là, à 13,8 milliards d'années, moins 380 000 ans. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien après. Ça veut simplement dire qu'après on ne voit pas. Parce que ça, c'est la limite de l'univers visible. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, oui et non, parce que les astrophysiciens se disent, mais alors comment on va faire pour savoir ce qu'il y a après? Parce qu'après, il y a forcément des choses. Et on ne peut pas les voir. Et on connaît que la lumière pour nous apporter des infos. Si, depuis peu, on parle des ondes gravitationnelles, on parle aussi des rayons cosmiques, ce qu'on appelle les nouveaux messagers. Bon, enfin, a priori, ils ont été émis par des choses qui sont dans l'univers qu'on connaît, donc on ne sait pas. Donc là, il faut faire des modèles, les lances creusent la tête, c'est assez intéressant. Mais c'est aussi une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'univers visible, on en est au centre, puisqu'il est visible par celui qui observe. C'est un peu comme si vous étiez sur une barque sur l'océan, vous regardez l'horizon autour de vous, c'est votre univers visible. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien au-delà. On sait bien qu'il y a des choses au-delà. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes le centre de l'univers. Ça, j'aime bien savoir ça. Et on le savait, ouais, comme nous dit Jean-Pierre. Si vous avez avec vous un compagnon ou une compagne dans la barque, il est à 1 mètre. Donc il voit à peu près le même univers visible, mais pas complètement. Il y a 1 mètre de décalage. C'est son univers visible. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre vous est le centre de l'univers. Beaucoup plus que la gare de Perpignan. Enfin, c'est quand même très très satisfaisant. La mauvaise nouvelle, c'est que comment on fait pour voir au-delà? Ça, on n'en sait rien. Donc, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Entre nous, soit dit, ça implique des traitements sols absolument monstrueux. La vision de ce fond diffus cosmologique a été prédite. Elle a été observée par hasard par Penzias et Wilson en 1965. Puis ensuite,
elle a été réobservée, et quand on observe là, il y a tout ce qu'il y a entre le fond diffus cosmologique et Planck qui se trouve sur la ligne de visée. Il faut le soustraire, ce qu'on appelle les avant-plans. Donc il y a des tonnes de gens qui font des modèles de poussière, des modèles de galaxies, des modèles de tout un tas de choses, et qui les soustraient. Et ensuite, pour savoir ce qu'on observe, en fait, ils font des simulations de ce que ça pourrait être, et après, par corrélation, ils disent c'est cette simulation-là qui se rapproche le plus de ce qu'on voit, donc c'est ça la réalité. Donc c'est extrêmement lourd en tant que calcul. Là, on trouve des thématiques qui sont dans toutes les activités spatiales dès qu'on amasse énormément de données. Bon, enfin, pour faire un petit cocorico, les premières personnes après Penzias et Wilson en 1965 à avoir lancé un satellite, c'est évidemment, comme toujours, les Américains. Ils ont lancé COBE, qui a fait la première image du fond diffus cosmologique. Et puis ils ont lancé WMAP, qui avait une bien meilleure résolution. Et puis l'ESA a lancé Planck, avec un instrument français qui est HFI, dont la carte que je vous ai montrée vient d'HFI. Et là, on était encore meilleur et on est passé devant. On s'est invité dans le monde de la recherche de la cosmologie grâce à cette cartographie sans équivalent. Et en fait, aujourd'hui, il y a une bataille féroce pour savoir quelle est la prochaine mission et qui c'est qui la maîtrise. D'accord ? Donc je peux vous dire que la prochaine mission qui est dans les cartons du CNES, et on se bat parce qu'on essaye de piquer le fric aux missions d'observation de la Terre pour le mettre sur l'astrophysique. Non, je plaisante, de toute façon on n'y arrivera pas. C'est une mission qui est faite par la JAXA, le Japon, l'ESA, la NASA, qui fournit tous les détecteurs en général, donc déjà ça leur donne des tickets d'entrée de plusieurs millions $, dans les manips. Et puis la France qui essaye de se placer pour un instrument. Et le tir, c'est pas avant 2028, donc je serai parti depuis longtemps. Mais le fond diffus cosmologique sera toujours là, et vous aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, en inversant cette perspective, et en vous disant que même si on est tout petit, c'est quand même ce qu'on a de plus important. Merci.